L'université est censée être une période de croissance et de rêve, mais hélas, certains parcours s'arrêtent trop tôt. Cette vidéo explore 5 histoires déchirantes de vies perdues sur le campus à travers des accidents et des meurtres qui nous enterront. Joignez-vous à nous pour rendre un hommage solennel en nous souvenant de leurs noms et en honorant leurs histoires. Le 25 avril 1993, Sophie Ann Sergi, âgée de 20 ans, rendait visite à des amis à l'université d'Alaska à Fairbanks. Sophie était elle-même étudiante à l'UAF, mais elle avait pris une année sabbatique pour aider sa mère malade et subir une opération de la mâchoire. Sophie était brillante et assidue. Elle rêvait de devenir biologiste marine. Mais avant cela, elle devait passer par cette opération. Un rendez-vous chez le dentiste était la raison de sa visite en avril 1993. Sophie était une personne vibrante et populaire et elle avait encore des amis sur le campus. Ce printemps-là, pendant son séjour à Fairbanks pour l'opération, elle logeait à la résidence Bartlett Hall avec son amie Shirley, une autre étudiante. La chambre de Shirley se trouvait au 2e étage de Bartlett Hall, dans le dortoir des femmes. Sophie et ses amis ont passé ce dimanche à aller au cinéma puis à faire un tour en voiture dans la ville. Sophie et Shirley sont rentrées à Bartlett Hall un peu après minuit, le lundi 26 avril 1993. Les deux filles ont commandé une pizza. Peu après, Sophie a dit à Shirley qu'elle sortait fumer une cigarette dans les toilettes des femmes qui étaient sur le même étage que leur chambre. Mais elle n'est jamais revenue. Pendant que Sophie se dirigeait vers les toilettes des femmes, Shirley lui a laissé un mot pour lui dire qu'elle passait la nuit chez une autre amie. Shirley est ensuite partie, ne se doutant pas que son amie était en grave danger. Quand elle est rentrée le lendemain matin, elle a trouvé le mot intact, et Sophie était introuvable. Shirley a appelé le cabinet du dentiste pour se renseigner sur son amie, et il s'est avéré que Sophie avait manqué son rendez-vous. La macabre découverte a été faite quelques heures plus tard, vers 14h42. C'est un agent d'entretien qui a trouvé le corps dans une baignoire dans les toilettes des femmes. Sophie Ann Sergi, 20 ans, était morte nue de la taille aux pieds et couverte de sang. Son visage avait été poignardé à plusieurs reprises et elle avait reçu une balle dans l'arrière de la tête. L'agent d'entretien a alerté la police. Mais dans une résidence universitaire, les nouvelles circulent vite. Plusieurs personnes ont réussi à entrer sur les lieux et à voir l'horrible scène avant l'arrivée de la police. Un médecin légiste a conclu que Sophie avait été agressée sexuellement et poignardée au visage alors qu'elle était encore en vie. Une seule balle dans l'arrière de la tête avait causé sa mort. La balle provenait d'un pistolet calibre 22. La police a pu recueillir des preuves biologiques sur son corps, mais la technologie ADN n'était pas encore utilisée en Alaska à l'époque. Pour aggraver les choses, l'année scolaire touchait à sa fin. Plus de 60 étudiants ont quitté la résidence dans les 2 jours qui ont suivi le meurtre de Sophie. Avec le temps, l'affaire est devenue froide. Il était stupéfiant qu'aucun des centaines d'étudiants n'ait pu fournir suffisamment d'éléments pour établir au moins une hypothèse solide. Mais c'était vrai. Aucun progrès n'a été réalisé et l'affaire de Sophie a lentement été oubliée par tous, sauf ses proches et les autorités. Une fois la technologie améliorée, un profil ADN a été créé à la fin des années 90 à partir des preuves biologiques recueillies sur le corps de Sophie, mais le coupable restait non identifié. En 2000, l'échantillon ADN a été traité à nouveau et entré dans la base de données criminelle du FBI sans succès. Celui qui était responsable du sort brutal de Sophie était resté discret depuis cette horrible nuit. Puis, en 2018, une autre affaire, cette fois-ci célèbre, a été résolue grâce à une nouvelle technique de généalogie génétique médico-légale lorsque le soi-disant Golden State Killer a été appréhendé par les autorités californiennes. Cela a inspiré les autorités d'Alaska. Elles ont soumis le profil ADN du meurtrier de Sophie à un laboratoire privé pour une comparaison génétique. Ainsi, les profils ADN des suspects non identifiés sont comparés à ceux des bases de données généalogiques publiques, où les individus ont volontairement soumis leur ADN pour analyse par des entreprises commerciales. Pour la première fois en 25 ans, les enquêteurs avaient une piste. Ils ont trouvé un parent de leur suspect, ce qui les a menés à Stephen Harris Downs, un homme de 44 ans vivant dans le Maine et travaillant comme infirmier. Il s'est avéré que son ADN correspondait parfaitement au profil du suspect. Downs était étudiant à l'université au moment de la visite de Sophie. Il vivait un étage au-dessus de Shirley. Lui et son colocataire avaient tous deux été interrogés lors de l'enquête initiale, mais comme rien ne les reliait au meurtre, ils avaient été relâchés. Downs a été traduit en justice en 2022. Ses avocats ont tenté de plaider que l'homme était avec sa petite amie, Kate Lee, et d'autres amis au moment du meurtre. Mais Lee se souvenait que Downs avait disparu pendant une bonne partie de la nuit du 26 avril.
De plus, bien que l'arme du crime, un pistolet calibre 22, n'ait jamais été retrouvé, le colocataire de Downs à l'université a affirmé que Downs possédait une arme modèle H et R calibre 22 dans leur chambre en 1993. Stephen Harris Downs a été condamné à 75 ans de prison pour avoir agressé sexuellement et assassiné Sophie Anne Sergi en 1993. Le 30 mars 2017 devait être une journée remplie de rire pour Kathleen Nelson, une étudiante de 20 ans. Kathleen était étudiante en travail social à l'université Sacred Heart à Fairfield, dans le Connecticut, et vice-présidente de sa sororité Kappa Delta. Ce jeudi-là, Kappa Delta organisait un concours de dégustation de pancakes, un événement qui se voulait amusant et sans danger, avec un but plus grand. L'événement était caritatif, destiné à soutenir l'association Prevent Child Abuse America. Dire que Kathleen était très impliquée dans cet événement caritatif serait un euphémisme. Non seulement la jeune femme était vice-présidente de sa sororité, mais elle était aussi l'une des étudiantes les plus actives et engagées sur le campus. Kathleen aimait aider les autres. Elle comprenait mieux que quiconque le chagrin. Son père, James Nelson, policier de l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, avait été tué lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. James est mort en aidant à évacuer des personnes d'une des tours lorsqu'elle s'est effondrée. Son sacrifice a inspiré sa fille, qui a consacré sa jeune vie à aider les autres à surmonter leur deuil. En fait, après le concours de dégustation de pancakes du 30 mars, elle devait assister à un gala comme bénévole le vendredi. Kathleen travaillait sans relâche. Le concours avait lieu lors d'un dîner sur le campus et avait été approuvé par l'université. En théorie, tout devait bien se passer. Les étudiants allaient s'amuser un peu, de l'argent serait récolté pour une bonne cause et la vie reprendrait son cours. Mais ce ne fut pas le cas, pas pour Kathleen Nelson. Le concours de dégustation de pancakes a bien commencé. Kathleen a mangé son premier pancake, puis un autre, et encore un autre, mais peu de temps après, alors qu'elle avait avalé son 4e ou 5e pancake, elle a soudainement commencé à s'étouffer. Son corps tout entier tremblait. Il y avait 2 étudiantes en soins infirmiers présentes. Elles ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas et se sont précipitées pour aider Kathleen. L'une d'entre elles a réussi à rattraper la jeune fille avant qu'elle ne s'effondre, la posant doucement au sol. Les policiers ont été appelés pour fournir une assistance médicale. Mais lorsqu'ils sont arrivés au dîner, Kathleen était déjà inconsciente. Elle ne répondait pas. Elle ne respirait plus. Les policiers ont ouvert la bouche de Kathleen et il est apparu immédiatement pourquoi elle ne respirait pas. Sa bouche était, selon leurs mots, remplie de pancakes jusqu'aux dents. Les pancakes obstruaient ses voies respiratoires comme du béton. Les policiers n'ont pas pu l'aider. Kathleen a été transportée au centre médical Saint-Vincent dans le Connecticut, puis à l'hôpital presbytérien de New York. Mais rien n'a pu être fait pour la jeune fille de 20 ans. Le manque d'air avait gravement endommagé son cerveau. Kathleen Nelson est décédée quelques jours plus tard. Sa famille a décidé de faire don de ses organes. Ils savaient que c'est ce que Kathleen aurait voulu. Sa mort a été un choc pour ceux qui la connaissaient, surtout pour sa famille qui avait déjà vécu un immense chagrin avec la mort de James. Un an plus tard, Rosanne Nelson, la mère de Kathleen, a décidé d'intenter une action en justice pour mort injustifiée contre l'université Sacred Heart dans l'espoir de sensibiliser aux dangers évitables associés aux concours alimentaires amateurs. L'avocat de l'université Sacred Heart, cependant, a déclaré que Kathleen Nelson était morte en raison de sa propre imprudence et négligence. L'université a également accusé Kathleen de ne pas avoir maintenu une utilisation correcte et appropriée de ses sens lors de sa participation au concours. L'université a accepté de régler l'affaire en 2020. Le 4 mai 2003, Melissa Kay, Katie Autry, était une étudiante de 18 ans à l'université Western Kentucky. Katie était en première année, une fille pétillante, souvent décrite comme la personne la plus drôle de la pièce. Ce soir-là, Katie et ses amis assistaient à une fête de fraternité sur le campus, comme elle l'avait fait à de nombreuses reprises. Mais cette nuit-là était différente. Sans qu'elle le sache, Katie Autry était observée. L'enfance de Katie n'avait pas été facile. Elle venait d'une famille à faible revenu avec des antécédents de problèmes de santé mentale. Katie et sa sœur avaient été placées en famille d'accueil. Katie finit par aller vivre chez ses parents adoptifs, Jim et Shirley Inman. Ce couple âgé offrait à l'adolescente une stabilité bien nécessaire, mais elle gardait contact avec sa mère, sa sœur et d'autres membres de sa famille biologique. Katie commença ses études à l'université Western Kentucky en 2002. Elle s'y fit de bons amis dont l'une était sa colocataire. Les filles vivaient dans une chambre en résidence sur le campus. Elles allaient souvent à des fêtes, comme beaucoup d'étudiants enthousiastes. Ce samedi 3 mai, les 2 filles organisèrent une pré-soirée avant de se rendre à la fête.
elles quittèrent leur chambre s'attendant à une soirée amusante. Mais quelques heures plus tard, les choses étaient loin d'être joyeuses. Katie était ivre et devait rentrer chez elle. Un membre de la fraternité était le chauffeur désigné pour la soirée. Il ramena Katie à sa chambre, mais sa colocataire resta à la fête. Vers 2h30 du matin, le 4 mai, la colocataire appela Katie pour savoir comment elle allait. Katie était déjà couchée. Elle lui dit qu'il y avait un homme qu'elle ne connaissait pas dans la chambre. Elle disait avoir peur. La colocataire demanda à parler à l'homme. Il prit le téléphone, expliqua qu'il avait ramené Katie chez elle, mais voulait s'assurer qu'elle allait bien. La colocataire de Katie crut entendre une autre voix masculine en arrière-plan, mais elle raccrocha, pensant que Katie n'était pas en danger. Vers 4h du matin, l'alarme incendie de Hugues Pollandol, le dortoir de Katie, se déclencha. Les étudiants évacuèrent le bâtiment pensant à une fausse alarme. Mais la réalité était bien plus grave. Les pompiers arrivèrent et cherchèrent l'origine de l'incendie. Ils entrèrent dans la chambre et remarquèrent rapidement que les gicleurs avaient éteint le feu. Ils virent autre chose sur le lit, mais ne comprirent pas immédiatement ce qu'ils regardaient jusqu'à ce que cela bouge. C'était une personne, c'était Katie Autry, gravement battue et couverte de brûlures étendues, un t-shirt enroulé autour de son visage. Il devint vite évident qu'elle avait été brûlée vive. La jeune fille de 18 ans fut transportée par hélicoptère au centre médical de l'université Vanderbilt, mais ses blessures étaient terribles. Elle avait des brûlures au 3e et 4e degré. Son appareil génital avait clairement été visé par le feu. Ses agresseurs avaient utilisé de la laque pour cheveux comme accélérant pour l'incendie. 3 jours plus tard, le 7 mai 2003, Katie Autry succomba à ses blessures. Quelques jours plus tard, le 12 mai, 2 hommes furent arrêtés en lien avec ce crime horrible. Stephen Souls et Lucas Goodrum avaient tous deux une vingtaine d'années. Aucun d'eux n'était étudiant, mais ils avaient assisté à la fête et auraient suivi Katie chez elle. L'enquête et le procès furent chaotiques. Souls déclara initialement qu'il était celui qui avait agressé sexuellement Katie et ensuite mis le feu avec l'intention claire de la tuer. L'ADN de Souls était en effet le seul trouvé sur le corps de Katie. Plus tard, il changea son histoire, affirmant que Goodrum l'avait forcé à commettre l'agression et l'incendie criminel. Finalement, Souls avoua les 7 chefs d'accusation portés contre lui, dont meurtre au 1er degré et viol. Stephen Souls fut reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Au grand mécontentement de la communauté, Lucas Goodrum fut acquitté de toutes les charges et libéré en 2005. Le jury conclut qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui, bien que, selon un ancien détenu, Goodrum aurait avoué avoir tué Katie lors d'une conversation en prison. Stephen Souls purge sa peine de prison à vie au North Point Training Center dans le Kentucky. Nous étions le 29 décembre 2008, un lundi, et chez Arbano, Sherry Sangji était au travail. Sherry était assistante de recherche à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA. Âgée de 23 ans, elle venait de terminer ses études à Pomona College et était en train de postuler dans des écoles de droit. Cependant, pour financer ses études de droit, Sherry avait besoin d'argent. C'est pourquoi elle est devenue assistante de recherche pour le professeur de chimie Patrick Aran à l'UCLA, voyant cela comme une opportunité parfaite de mettre à profit ses compétences en chimie tout en gagnant un revenu. En effet, elle trouvait le travail stimulant. Sherry avait de grands rêves pour elle-même, et travailler dans le laboratoire n'était qu'une étape de plus vers la réalisation de ses rêves. Malheureusement, elle n'a jamais eu la chance de voir ses rêves se concrétiser. Il était environ 13h ce lundi-là. Sherry était dans le laboratoire, seule au banc. Elle se préparait à entamer une procédure complexe et dangereuse. Le professeur Aran, son superviseur, lui avait expliqué la procédure ce matin-là. Sherry devait transférer un liquide hautement réactif appelé terte butylithium d'un récipient à un autre. Le terte butylithium s'enflamme au contact de l'air. La procédure de transfert exigeait beaucoup d'attention et d'expérience. C'était seulement la 2e fois que Sherry essayait de la réaliser. Mais elle pensait savoir comment effectuer le transfert. L'un des chercheurs postdoctoraux du professeur Aran lui avait montré comment faire. Mais, à l'insu de Sherry, le chercheur postdoctoral n'avait pas réellement lu les instructions appropriées et ne les avait pas suivies. Les instructions spécifiaient clairement que les travailleurs du laboratoire devaient porter des lunettes, des gants et une blouse de laboratoire ignifugée. Bien que Sherry portait des gants et des lunettes, elle ne portait pas de blouse. Pour réaliser le transfert, les travailleurs devaient également porter des vêtements en fibre naturelle jusqu'aux sous-vêtements, mais Sherry portait un sweatshirt en fibre synthétique. Il y avait aussi des instructions concernant le transfert lui-même. Il fallait utiliser une seringue en verre de 2 fois la taille de la quantité à transférer, avec une aiguille mesurant entre 30 et 60 cm de long. Mais Sherry ne connaissait pas la bonne méthode pour effectuer le transfert.
Au lieu de cela, elle inséra une grande seringue en plastique équipée d'une aiguille de 6,35 cm dans le joint du flacon. Puis tout s'effondra. Le piston sortit du barillet de la seringue. Le liquide, terbutylithium, se renversa et s'enflamma instantanément dès qu'il fut exposé à l'air. Le sweatshirt en fibre synthétique de Sherry prit feu. Il y avait une douche d'urgence pour ce genre de situation à quelques mètres de Sherry, mais sa douleur et sa panique étaient immenses. Sherry criait, courait vers la porte. Un autre collègue tenta d'utiliser sa blouse pour étouffer les flammes, mais le feu était trop intense, il brûla la blouse. Sherry était désormais entièrement enveloppée par les flammes. L'homme tenta d'utiliser de l'eau du lavabo, mais cela n'aida pas. Pendant ce temps, un autre collègue appela les secours. Le professeur Haran se précipita dans le laboratoire depuis l'étage supérieur. Lorsque les premiers secours arrivèrent, ils éteignirent le feu en utilisant la douche d'urgence. À ce moment-là, Sherry souffrait de brûlures massives sur plus de 40% de son corps. Elle avait d'énormes cloques sur l'abdomen et les bras, sa peau se décollait et partait en lambeaux. Elle fut transportée d'urgence au Grossman Burn Center où elle subit plusieurs interventions chirurgicales. Mais ses blessures étaient horribles. Sherry souffrait énormément et le moindre contact la faisait hurler de douleur. La sœur aînée de Sherry, Naveen, se rendit à Los Angeles le lendemain matin. Elle était étudiante en médecine et comprenait la gravité de la situation. Elle parla au professeur Haran, le patron et superviseur de Sherry, écouta sa version des faits et fut stupéfaite d'apprendre que Sherry ne portait pas de blouse inifugée à ce moment-là. Mais n'était-ce pas la procédure standard ? Quelques jours plus tard, les organes de Sherry commencèrent à défaillir. Elle décéda le 16 janvier 2009, 18 jours après l'incident. En mai 2009, l'administration de la sécurité et de la santé au travail de Californie infligea une amende de 31 875 $ à l'Université de Californie pour 4 violations des lois sur la sécurité au travail, formation insuffisante à la sécurité, équipement de protection inadéquat, absence de programme efficace de prévention des blessures et des maladies et dossier de formation manquant. Le procureur du comté de Los Angeles inculpa le système de l'Université de Californie et le professeur Haran pour violation criminelle des lois du travail californiennes. Les deux affaires furent réglées, Haran acceptant de faire un don à un centre de traitement des brûlés local. En avril 2016, Haruka Weiser était une étudiante en première année à l'Université du Texas à Austin. À seulement 18 ans, Haruka était déjà une étoile montante. Originaire de Portland, dans l'Oregon, elle étudiait désormais le théâtre et la danse à l'université. Elle était danseuse de ballet et adorait être sur scène pour s'exprimer à travers son art. C'était tard dans la soirée du 3 avril 2016 et Haruka Weiser assistait à un cours dans le bâtiment F, Loren Drama. Le cours s'est terminé vers 21h30 et Haruka, vêtue de noir et portant un sac de sport, est partie en direction de son dortoir à Prather Hall. La jeune fille a appelé sa colocataire pour lui faire savoir qu'elle était en route. 8 minutes plus tard, Haruka a croisé un jeune homme à vélo. Elle se dirigeait vers le Heather Harbin Alumni Center, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en la croisant, le jeune homme avait mis la béquille de son vélo. Ensuite, il a sorti quelque chose de sa poche. C'était un objet brillant et rigide. L'homme a commencé à la suivre. 2 heures plus tard, le même homme a été capturé par une caméra de surveillance marchant sur East 23e Street. Il avait toujours le même vélo, mais sa jambe gauche semblait blessée. Il portait un sac de sport. Ce soir-là, la colocataire de Haruka commençait à s'inquiéter. Haruka n'était jamais rentrée chez elle malgré ce qu'elle avait dit plus tôt au téléphone. Mais où était-elle ? Tôt le lendemain matin, le 4 avril, des pompiers ont trouvé un jeune homme brûlant des objets dans un bâtiment abandonné. Il leur a dit qu'il s'appelait Michael Kriner, qu'il avait 17 ans et qu'il était sans abri. Des policiers l'ont ensuite emmené à LifeWorks, un centre d'hébergement local pour sans-abri, car c'est là qu'il prétendait garder ses affaires. Ils ont pris possession de son vélo. Environ 2 heures plus tard, la colocataire de Haruka a décidé de signaler sa disparition. La police de l'Université du Texas a été alertée. Ils ont fouillé le campus, y compris un ruisseau qui le traversait, mais n'ont rien trouvé. La recherche de Haruka s'est poursuivie le jour suivant. Son corps avait été jeté dans Waller Creek. Elle présentait des signes évidents de traumatisme. Elle avait été agressée sexuellement et étranglée. 2 jours plus tard, le 7 avril, la police a rassemblé toutes les preuves grâce aux images des caméras de surveillance. Ils ont retrouvé Michael Kriner à LifeWorks, le centre pour sans-abri, et l'ont arrêté pour altération de preuves, ou comme ils l'ont découvert, pour avoir tenté de brûler les affaires de Haruka Weiser et détruire les preuves de son acte odieux. Kriner a été inculpé de meurtre au premier degré le 8 avril 2016. Il a été condamné à la prison à perpétuité en 2018. Il sera éligible à la libération conditionnelle dans 34 ans.